Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Lors du lancement de mon livre, mon frère a annoncé qu'il voulait lire un passage de ce que j'avais écrit. J'ai souri, touchée. Mais ensuite, il a sorti mon journal intime et s'est mis à en lire le contenu à voix haute. J'aimerais pouvoir vous dire que j'avais eu un mauvais pressentiment en entrant. Que quelque chose me semblait étrange, que l'air était trop silencieux, que ma mère affichait une joie trop exagérée, ou encore que la bouteille de vin était déjà débouchée. Mais non, tout paraissait normal. Et c'était justement cela le plus inquiétant. La maison sentait le citron et le romarin. Quelqu'un avait allumé des bougies. Mon livre était exposé sur la console près de la porte d'entrée, 3 exemplaires soigneusement empilés. Cela devait être l'œuvre de ma sœur, elle avait toujours eu le goût de la mise en scène, même lorsqu'il ne s'agissait pas d'elle. J'avais passé toute la journée à me convaincre que c'était une bonne idée, que c'était gentil de leur part de vouloir me célébrer, que, peut-être, pour une fois, leur geste était sincère. Je suis arrivée avec une bouteille de vin et le cœur rempli d'espoir. Grosse erreur. Regardez qui est là. S'est exclamée ma mère depuis la cuisine, d'un ton un peu trop léger. Ma sœur faisait déjà tournoyer un verre de vin rouge, comme si elle animait une émission culinaire. Elle a embrassé l'air près de ma joue. Tu as l'air professionnel, a-t-elle déclaré, comme si c'était un compliment. Mon frère était affalé sur le canapé, à moitié absorbé par une vidéo sur son téléphone, à moitié visiblement ennuyé. J'ai préparé une playlist, a-t-il dit. Que des morceaux du début des années 2000, tu sais, à l'époque où tu gribouillais encore dans tes cahiers. Il l'a dit sur le ton de la plaisanterie. J'ai esquissé un petit rire, celui qu'on lâche quand on ne sait pas vraiment si l'on doit rire. Le dîner a été servi, des toasts ont été portés. Ma mère a parlé de mon imagination débordante, depuis toute petite. Ma sœur a déclaré qu'elle n'aurait jamais cru que j'écrirais un livre qui serait réellement publié. Tout le monde a ri, comme si c'était adorable. J'ai souri, poliment, car la soirée signifiait bien plus pour moi qu'ils ne le pensaient. Je ne leur avais pas encore dit, mais j'avais déjà signé un contrat pour un 2e livre. Une maison d'édition plus prestigieuse, une avance plus conséquente, une histoire plus personnelle. J'avais prévu de l'annoncer ce soir-là, après le dessert, juste après le gâteau. J'avais même préparé un petit discours dans ma tête. Je voulais leur offrir quelque chose de concret, quelque chose dont ils pourraient être fiers. Je m'étais persuadée qu'ils le seraient. Et puis, mon frère a saisi un livre posé sur la console. Et, a-t-il dit en le feuilletant, cela te dérange si je lis un petit extrait à voix haute? J'ai souri, bien sûr. Il ne s'était jamais intéressé à mes écrits auparavant. Bien sûr, ai-je répondu. Ce serait gentil. Mais ce n'était pas mon livre. Je l'ai compris dès la 2e phrase. La voix n'était pas la bonne. Les mots étaient crus, douloureusement honnêtes. Je me suis figée. Lorsqu'il est arrivé au passage où je parlais du garçon sur lequel j'avais eu un béguin, un garçon bien trop proche de la famille pour que je puisse jamais en parler à voix haute, mon estomac s'est effondré. Il lisait dans mon ancien journal intime. Ma sœur a compris avant les autres. Sa main a volé à sa bouche, non pas de surprise, mais d'anticipation. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté, un sourire au coin des lèvres. Ma mère a laissé échapper un petit rire de surprise. Mon oncle s'est penché en avant, comme fasciné par une pièce de théâtre. Mon frère, lui, continuait, ajoutant même une touche dramatique à chaque mot, comme s'il passait une audition. Et moi, je restais là, figée, exposée. À ce moment-là, j'ai sincèrement pensé que si je disparaissais, personne ne s'en rendrait compte avant au moins 3 jours. Il lisait avec une tristesse feinte. Ma sœur a failli tomber de rire. Mon oncle, Hilar, a demandé si je signerais aussi des exemplaires du journal intime. Je n'avais toujours pas bougé. Je ne pouvais pas. Mes oreilles bourdonnaient. Mon cœur battait à toute vitesse, mais mes mains étaient glacées. Mon journal, le seul endroit où j'avais osé dire la vérité, était devenu un matériel de spectacle. Je me suis approchée en silence et je l'ai pris doucement de ses mains. Pas un cri, pas une scène. Juste mes 2 mains qui se refermaient sur la couverture et la retiraient doucement. Il m'a regardé, l'air perplexe, comme si je ne comprenais pas la plaisanterie. J'ai serré le journal contre ma poitrine et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Toujours sans prononcer un mot, je suis sortie. Personne ne m'a suivie. Je me suis assise sur les marches. L'air était froid, et cela m'a fait du bien. J'ai allumé mon téléphone.
Je n'ai ni fait défiler, ni envoyé de message. J'ai simplement fait quelque chose. Quelque chose de discret, quelque chose qui allait tout changer. Derrière moi, j'ai entendu des éclats de rire provenant de l'intérieur, des vers qui s'entrechoquaient, mon nom prononcé comme une plaisanterie. J'ai tourné légèrement la tête et je les ai vus par la fenêtre. Ma sœur riait si fort qu'elle devait s'agripper au comptoir. Mon père, bouche bée, secouait la tête d'incrédulité. Mon frère imitait une voix mélodramatique, comme s'il lisait encore à haute voix. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée. S'ils avaient su ce que je venais de faire, ils n'auraient pas ri. Mais ils allaient bientôt le découvrir. Tu crois que tout a commencé avec le journal? Pas du tout. Ce n'était que l'ultime humiliation. En réalité, j'étais la plaisanterie familiale bien avant de savoir écrire le mot « limite ». Tout avait commencé par de petits gestes, un sourcil haussé, un regard moqueur échangé dans mon dos. J'étais l'enfant qui pleurait trop facilement, posait trop de questions, se parlait devant le miroir, et inventait des histoires avant même de pouvoir les écrire. Je remplissais des carnets, gribouillais sur mes devoirs de mathématiques, notais des dialogues dans les marges des bulletins de messe. Toujours dans son petit monde, disait ma mère en riant. Mais le monde dans lequel je vivais n'était pas drôle. Pas avec les bons rires en tout cas. Il était rempli de corrections, de sarcasmes déguisés en sollicitude, d'un père qui levait les yeux de la télévision juste assez longtemps pour dire « répète un peu ça ». D'une sœur qui racontait aux gens à l'école que j'étais un peu étrange, mais gentille. D'un frère qui m'a un jour imité en train de lire à voix haute jusqu'à ce que je m'enferme dans la salle de bain et que je n'en ressorte qu'après le dîner. Ils ne m'ont jamais frappé, jamais crié dessus. Cela aurait été plus simple à nommer. Non, ils m'ont rendu invisible. Ou pire, visible uniquement lorsque je paraissais ridicule. Je me souviens d'un jour, j'avais 13 ans. Je leur ai dit que je voulais devenir écrivaine. Pas d'une manière vague ou rêveuse. J'avais fait une liste. J'avais un plan. J'avais recherché des auteurs qui avaient été publiés avant l'âge de 20 ans. Mon père a ri, caché derrière son journal. Commençons déjà par avoir la moyenne en sciences, a-t-il dit. Et tout le monde a ri aussi, parce que c'était drôle. Parce que j'étais drôle. Parce que, bien sûr, j'étais faite pour ça. Lors des dîners de famille, j'étais celle qu'on qualifiait d'excentrique. La créative. Elle disait cela avec juste assez d'ironie pour que ce ne soit pas sérieux. Ma sœur me tapotait la tête comme si j'étais un golden retriever, et annonçait en riant qu'elle allait un jour écrire un roman sur nous. Tout le monde riait, et moi aussi, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre avec la chaleur qui montait dans mon visage. Une fois, au lycée, j'ai essayé d'arrêter d'écrire. J'ai jeté mes carnets, détruit les histoires à moitié terminées. J'ai tenu 4 jours, puis j'ai acheté un nouveau journal et j'ai écrit jusqu'à ce que mon poignet se crispe. J'y écrivais des choses que je ne disais jamais à voix haute, à quel point l'avenir m'effrayait, la peur de ne jamais être à la hauteur, la manière dont ma sœur était félicitée pour ses notes moyennes en cours de commerce pendant que moi, on m'ignorait pour un nain en anglais, le jour où mon frère a oublié mon anniversaire et que personne ne l'a remarqué. Ce journal était le seul endroit où je disais la vérité. Et maintenant, il l'avait partagé comme s'il s'agissait d'un divertissement de soirée. L'humiliation de ce dîner n'était pas nouvelle, elle était simplement plus bruyante. Ils avaient toujours ri, je ne les avais juste jamais entendus tous en même temps. Le plus ironique, c'est que je ne voulais même pas revenir vivre à la maison après l'université. Mais je l'ai fait, pendant un temps. J'avais décroché un contrat de pigiste, je rédigeais des articles. Rien d'extraordinaire, simplement des contenus sur la technologie, des tribunes, tout ce qui pouvait me payer. Je leur disais que c'était temporaire, que j'étais en train de réfléchir à la suite. Ma mère racontait aux gens que j'étais, entre 2 emplois. Mon père, un jour, m'a présenté à un voisin comme « notre petite écrivaine », avant d'ajouter « elle écrit sur, vous savez, des sentiments ou des trucs comme ça ». J'ai déménagé le mois suivant. Ce n'est pas que je ne me sois jamais défendue. Je l'ai fait, parfois. Un jour, à 22 ans, j'ai dit à ma mère que je n'aimais pas la façon dont ma sœur me parlait. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne comprenait pas, elle plaisante, voyons. Elle t'aime. C'est à ce moment-là que j'ai compris, dans cette famille, aimer signifie ne jamais avoir le droit de dire que tu es blessé. Si tu exprimes ce que quelqu'un t'a fait ressentir, tu es le problème. Tu es trop sensible. Tu crées des drames. Tu réécris l'histoire. Alors j'ai cessé de les corriger. J'ai cessé de leur demander de me voir.
J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit, sauf le strict minimum. Et j'ai commencé à construire une vie en dehors d'eux. Mais même en bâtissant quelque chose de réel, un appartement à moi, une carrière à moi, un manuscrit achevé, une petite partie honteuse de moi espérait encore qu'il serait fier. Alors quand mon agente m'a appelé pour me dire que le livre était vendu, j'ai pleuré. Pas seulement parce que je l'avais fait, mais parce que je me suis dit, peut-être qu'enfin, ils me verront. J'ai organisé moi-même la célébration. J'ai choisi le lieu, la maison de mes parents, pensant que cela rendrait l'événement plus personnel. J'ai sélectionné la nourriture, les boissons, même la playlist. J'ai conçu les invitations. J'ai acheté le vin. J'ai apporté les livres. Et je suis entrée dans cette maison avec l'espoir qu'ils verraient enfin la fille qui écrivait dans les marges, et qu'ils croiraient en elle. Mais à la place, ils ont vu quelque chose de plus drôle, de plus faible. Ils ont vu un journal intime. Je ne me souviens pas d'avoir marché jusqu'à ma voiture ce soir-là. Je me souviens seulement d'être restée assise dans le froid, les mains tremblantes, l'écran de mon téléphone illuminant mes doigts comme s'il savait quelque chose que j'ignorais encore. Quelque chose s'est fissuré en moi. Quelque chose de définitif. Ce n'était pas de la rage, pas vraiment. C'était plus ancien que la rage, plus calme. Comme le sentiment que l'on ressent lorsqu'on arrête enfin de frapper à une porte verrouillée. Ils ont toujours ri quand je disais la vérité. Alors cette fois, je ne leur ai rien dit. J'ai juste fait un choix. Et je me suis tue. Parce que la vérité, c'est que certaines choses n'ont pas besoin d'être dites à voix haute. Certaines choses résonnent plus fort quand on ne les dit pas du tout. Ils ne se sont pas aperçus tout de suite. C'est ce qui m'a le plus satisfaite. 4 jours après la fête, il faisait comme si rien ne s'était passé. Ma sœur a posté une photo de groupe avec une légende, fière de notre petit auteur. Ma mère m'a envoyé une photo floue d'une part de gâteau avec « Félicitations » écrit en glaçage rouge, comme si elle voulait s'attribuer le mérite du souvenir. Même mon frère m'a envoyé un message « Préviens-moi quand tu commences le 2e livre, j'ai des idées ». J'ai regardé ce message longtemps. Il pensait encore que je le laisserais en faire partie. Il croyait encore que c'était récupérable. Mais quelque chose avait déjà changé, silencieusement, irréversiblement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce soir-là, assise sur le perron avec mon journal serré contre moi et les mains tremblantes, j'avais sorti mon téléphone et tranché les liens. Tous. L'hypothèque, annulée. Il ne s'en rendrait compte que lorsque le premier paiement serait rejeté, que la lettre arriverait, polie mais catégorique, ce compte n'est plus actif. Veuillez contacter votre prestataire pour toute assistance. Le soutien aux frais de scolarité de mon frère, supprimé. Sa bourse ne couvrait qu'une partie, le reste, c'était moi. Discrètement, chaque mois. Il allait bientôt être notifié. Accès bloqué à mi-semestre. Solde impayé. Le fonds d'urgence de ma sœur, destiné à la garde d'enfants, aux courses et à tout ce qu'elle prétendait nécessaire, désactivé. Le virement permanent alimentait son compte comme une horloge. Elle ne disait jamais merci. Elle pensait sûrement que c'était mon devoir moral. Tout cela, terminé. J'ai aussi révoqué mon statut de cosignataire sur tous les comptes que je pouvais légalement toucher, les factures, le prêt familial, le compte commun auquel je n'avais jamais demandé à être ajouté. Et je n'ai pas simplement annulé les paiements. J'ai envoyé autre chose ce soir-là, un email à mon avocate. Objet, cesser toutes obligations familiales informelles. Effet immédiat. C'est incroyable comme les gens changent vite quand l'argent s'arrête. Ma mère a été la première à appeler. D'abord, subtil, coucou ma chérie, je me demandais juste s'il y avait un retard sur le virement habituel, rien de grave, je vérifie juste. Je n'ai pas répondu. Puis est venu le 2e message, on est un peu juste ce mois-ci, ton père a dû payer les réparations de la voiture. Tu peux me dire quand ça arrive? Puis le 3e, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu sais qu'on est sous beaucoup de pression en ce moment. Je n'ai pas répondu non plus. Une semaine plus tard, mon frère m'a appelé, je suis bloqué hors de mon compte étudiant. Tu as oublié? Attends, tu l'as annulé? Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Laissez-les se poser des questions. Ils avaient toujours compté sur moi, discrètement, continuellement, comme si j'étais la gravité. Tout avait commencé petit, des années auparavant, un paiement unique pour les courses, un peu plus pendant la pandémie, une signature ici, une aide là. Et puis, je suis devenu leur filet de sécurité. Celui qu'ils ne voyaient jamais, parce qu'ils partaient du principe que je serais toujours là. Fiable.
Invisibles. Jetables. Ils vivaient comme si je n'avais pas de facture, comme si ma réussite signifiait que je leur devais tout. Ils n'ont jamais dit merci. Pas une seule fois. Juste, tu peux encore nous aider? Tu sais que ta sœur galère. Ce n'est pas grand-chose. Ils faisaient toujours passer cela comme une faveur que je me rendais à moi-même. Comme si les aider signifiait que je faisais partie de la famille. Mais dès que j'ai eu besoin de dignité, c'était le silence ou pire, des rires. Il a fallu 2 semaines pour que la panique s'installe. J'ai reçu un message vocal de mon père. Ton calme était contrôlé. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas tenable. On a toujours fonctionné comme une unité. Je pense que tu as oublié ça. Une unité. C'est drôle comme il n'utilisait ce mot que lorsque l'argent disparaissait. L'escalade a été rapide après cela. Ma sœur s'est présentée devant mon appartement. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle est restée dehors pendant 20 minutes, à crier comme si nous étions dans une mauvaise émission de télé-réalité. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de disparaître comme ça, après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai failli rire. Tout ce qu'ils avaient fait? Je suis restée silencieuse. Elle est finalement partie, mais pas avant de glisser une note manuscrite sous ma porte. Tu es égoïste. Tu laisses la famille s'effondrer. Puis sont venus les emails. Mon éditeur m'a transféré le premier. Un message anonyme, mais je savais que c'était mon oncle insinuant que j'étais mentalement instable, avec un passé d'obsession inappropriée. Ils n'ont pas mentionné le journal, mais ils n'en avaient pas besoin. Je savais exactement ce qu'ils faisaient, empoisonner le puits. Ils essayaient de détruire la seule chose que j'avais construite par moi-même. Mon éditeur m'a demandé si je voulais engager des poursuites. J'ai dit oui. J'ai rappelé mon avocate. Cette fois, l'objet du mail était différent, diffamation, harcèlement, action. Nous avons envoyé des lettres officielles de mise en demeure. Ma sœur en a reçu une pour s'être présentée chez moi et avoir refusé de partir. Mon oncle en a reçu une pour avoir contacté mes relations professionnelles. Et toute la famille a reçu une notification conjointe stipulant que toute nouvelle ingérence dans ma carrière, mes finances ou ma vie personnelle entraînerait des poursuites rapides et fermes. Soudain, les messages ont cessé. Le silence est tombé. Je pensais que je me sentirais triomphante. Mais ce que j'ai réellement ressenti, c'était la liberté. Comme si je pouvais enfin entendre mes propres pensées, comme si j'avais cessé d'auditionner pour un rôle que je n'avais jamais voulu jouer, le soutien discret de la famille, celle qui répare, celle qui aide toujours. Personne ne m'avait jamais demandé ce que cela me coûtait. Personne ne m'avait jamais demandé ce dont j'avais besoin. Jusqu'à ce que je cesse de répondre à l'appel. Alors, ils ont accouru. Mais c'était trop tard. La semaine dernière, je suis passée devant une librairie et j'ai vu mon livre en vitrine, en plein centre, avec l'étiquette meilleure vente collée sur la couverture. Je suis restée là un long moment. Je n'ai pas pris de photos. Je n'ai envoyé aucun message. J'ai simplement respiré. Personne n'avait mis la main sur ce moment. Personne ne pouvait le tourner en dérision. Je suis entrée, j'ai acheté un exemplaire en espèces, et je l'ai glissé dans mon manteau. Mon nom sur la couverture, mes mots à chaque page, et pas un seul des leurs à l'intérieur. Ils pensaient que je serais toujours là. Ils pensaient que je leur devais quelque chose. Mais désormais, ils savent que c'était moi qui tenais tout ensemble. Et j'ai lâché prise. Il y a ce moment juste après le premier coup, lorsque le choc s'estompe, où votre cerveau vous convainc que cela doit être une erreur. C'était ma famille, après l'arrêt des virements, après les mises en demeure légales, après avoir compris qu'ils ne pouvaient pas utiliser la culpabilité ou le charme pour revenir. Il y a eu un silence. J'ai presque cru que c'était terminé. J'aurais dû me méfier. Car des gens comme eux ne reculent pas. Quand on leur retire quelque chose, ils ne s'effacent pas, ils s'acharnent. Surtout quand ce qu'on leur retire est quelque chose qu'ils croyaient leur appartenir. Le premier signe est venu discrètement. Une journaliste avec qui j'avais travaillé m'a contacté. Quelqu'un, prétendant être un ami de la famille, lui avait écrit pour lui transmettre des informations personnelles inquiétantes à mon sujet. Elle ne leur a pas prêté attention et m'a simplement transféré l'email. Il était rédigé dans ce ton vague, empreint de vertu, que seuls les proches aigris semblent maîtriser. Les lecteurs ne savent pas tout à son sujet, elle n'a pas toujours été stable, nous sommes simplement inquiets. Pathétique. Puis quelqu'un de l'équipe marketing de mon éditeur m'a envoyé des captures d'écran, des comptes Twitter anonymes, même ton, même langage. L'un d'eux a posté une vieille photo de moi, recadrée,
datant de mon adolescence, avec la légende, voilà la vraie elle. Ne vous laissez pas duper. La photo était inoffensive, moi, plus jeune, assise dans ma chambre, entourée de piles de livres. Mais je savais ce qu'ils tentaient de faire. Ils essayaient de me salir en utilisant mon propre passé, de transformer l'image de cette fille silencieuse et sensible, celle qu'ils avaient moquée en secret pendant des années, en quelque chose d'instable, de délirant, voire de dangereux. Parce que, s'ils ne pouvaient plus prendre mon argent, ils allaient tenter de me voler mon nom. J'ai rappelé mon avocate. Cette fois, il ne s'agissait plus de mise en demeure. Il s'agissait de conséquences. Nous avons rassemblé toutes les preuves, emails, messages, publications sur les réseaux sociaux, enregistrements vocaux, et quelques témoins clés des contacts du milieu qui avaient reçu des messages non sollicités. J'ai rédigé des déclarations sous serment. Mon avocate a préparé une plainte formelle pour diffamation et harcèlement. Officielle. Sonore. Car, apparemment, les limites silencieuses ne suffisaient pas. Ma sœur est revenue frapper à ma porte avant même que les documents ne soient livrés. Cette fois, elle pleurait. Pas des larmes de crocodile. De vraies larmes. Du nez qui coule. Des mains tremblantes. Toute la panoplie. Je ne savais pas, disait-elle. Je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. Je suis restée dans l'embrasure de la porte à l'écouter. Elle m'a raconté des choses, a rejeté la faute sur les autres, a dit qu'elle avait peur, que je lui manquais, qu'elle n'arrivait pas à croire à quel point la situation avait dégénéré. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit, c'est toi qui riais le plus fort. Elle s'est figée. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement refermé la porte. La plainte a été déposée 3 jours plus tard. Elle n'a pas fait la une des journaux, mais ce n'était pas nécessaire. Mon éditeur savait. Mon équipe savait. La communauté littéraire savait. Et, en coulisses, la panique a gagné la famille. Des avocats ont pris contact. Des lettres ont été échangées. Il y a eu des tentatives de règlement à l'amiable. J'ai refusé. Je ne voulais pas leur argent. Je voulais simplement le silence. Et je l'ai obtenu. Ils ont retiré les publications. Supprimé les emails. Envoyé des excuses officielles, rédigées comme si elles avaient été gravées dans la pierre, sous la contrainte. Mais plus encore, ils ont disparu de ma boîte mail, de ma messagerie vocale, de ma vie. Pour la première fois, je n'entendais plus leur voix. Plus de rire, plus de culpabilisation, plus d'accusations. Rien. Et ce n'était pas exactement paisible. Mais c'était calme. Comme l'air après une longue tempête. En désordre, mais propre. Les gens me demandent souvent si j'ai répondu aux excuses finales, si j'ai écrit quelque chose en retour. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas besoin de clôture venant de personnes qui considèrent les excuses comme un outil de plus pour manipuler. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Je voulais seulement qu'ils arrêtent. Et ils l'ont fait. Mon 2e livre est sorti le mois dernier. Il était en rupture de stock dès la précommande. Il ne parlait pas d'eux. Pas exactement. Mais il y avait des morceaux de moi qu'ils n'avaient jamais vus. Pas la fille au carnet. Pas la performeuse. Pas le compte bancaire. Juste moi. La fille qui avait un jour écrit, je pense que si je disparaissais, il ne le remarquerait qu'à l'heure du dîner. La fille qui a enfin compris qu'il n'avait jamais mérité une place à sa table, dès le départ. J'ai encore le journal. Le vrai. Celui dont ils ont lu les pages comme s'il s'agissait d'une blague. Il est maintenant dans une boîte ignifugée, à côté du contrat de mon 2e livre. Parfois, je le sors. Et je relis l'entrée qu'ils ont le plus moquée. Celle sur mon béguin. Celle sur l'invisibilité. Celle qu'ils trouvaient si hilarante. Aujourd'hui, quand je la lis, je ne ressens plus la honte. Je ressens de la clarté. Parce que ce journal n'était pas embarrassant. C'était une preuve. La preuve que je les avais vus tels qu'ils étaient, bien avant d'être prête à agir. Ils ont essayé de m'humilier en utilisant mes propres mots. Ils pensaient que cela me briserait. Mais c'est moi qui ai utilisé les leurs. Devant le tribunal. Par écrit. Et je n'ai jamais payé pour leur silence. C'est eux qui ont payé pour le mien. Cela fait maintenant plus d'1 an. Mes parents ont perdu la maison. Il s'avère que le refinancement a ses limites quand personne n'a de revenus stables. Ils ont déménagé dans un logement bien plus petit, à peine au-dessus d'une location. Même s'ils prétendent toujours que c'est temporaire.
ma sœur a décroché un emploi dans un centre d'appel. Elle déteste ça. Elle publie désormais des citations passives-agressives sur Facebook, des phrases du genre « La famille doit rester unie » ou « L'argent ne peut pas acheter la loyauté ». Ses enfants vont bien, heureusement. J'envoie encore des cadeaux d'anniversaire, discrètement, sans adresse d'expéditeur. Mon frère a abandonné l'université 2 semestres plus tard. Apparemment, quand ce n'est plus quelqu'un d'autre qui paie les frais de scolarité, il devient plus difficile de rester motivé. Je n'ai revu aucun d'eux depuis le procès. Parfois, je me demande si je suis allé trop loin. Si les couper complètement était trop dur. Si laisser tout s'effondrer était cruel. Mais alors, je me rappelle à quel point ils riaient facilement. À quel point ils ont choisi, sans effort, de m'humilier. Quand, moi, je n'avais fait que donner. Que garder espoir, qu'un jour, ils puissent être fiers de moi. Alors, je ne sais pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais vraiment entendre vos avis. Et si vous aimez ce genre d'histoire, où la justice ne prend pas toujours une forme polie, pensez à vous abonner pour ne rien manquer.